Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante puisqu'on va parler d'une œuvre assez conséquente pour tout un tas de raisons. Si elle fait pas partie de mes mangas préférés, ça reste une œuvre qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément influencé et je me devais de vous en parler. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps puisqu'aujourd'hui on va parler de Bungo Stray Dogs, un animé qui est quand même assez connu mais j'ai vraiment l'impression que personne n'en parle. C'est-à-dire que vraiment je vois des cosplays, des fanarts et plein de trucs dans le genre en rapport avec Bungo Stray Dogs et pourtant c'est un mot que j'entends jamais sortir de la bouche des gens. Parler de Bungo Stray Dogs, bordel de merde. Et juste avant que la vidéo commence, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Si jamais vous avez vu mon vlog sur la Paris Manga, vous avez certainement dû voir ces cosplayers, et justement j'aurais vraiment besoin de votre aide pour pouvoir les identifier. Puisque si jamais vous connaissez Bungo Stray Dogs, vous savez très bien que il s'agit du coup de cosplay de Bungo Stray Dogs, donc de gauche à droite on a Atsushi, Akutagawa et Dazai, et juste déjà c'est des cosplays qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment incroyables, et je suis trop content d'avoir pu les filmer. Mais le problème c'est que comme je suis un débile mental, et j'ai pas pris leur putain d'insta ni n'importe quel autre réseau qui me permettrait de les contacter, ou juste de les créditer. Et vraiment ça m'énerve énormément d'avoir fait cette erreur parce que genre c'est les premiers que j'ai filmés et j'ai pas pensé comme un con à me dire tiens peut-être qu'ils voudraient être crédités ou peut-être juste qu'ils voudraient peut-être voir le rendu final. S'il vous plaît, si jamais vous les connaissez, n'hésitez pas à les créditer, à me donner leur insta ou quoi que ce soit d'autre. Aidez-moi, pitié. Mais vous avez des potes qui ont fait un cosplay de Bungo Stray Dogs à la Paris Manga, que vous leur demandez si jamais c'est pas eux ou même si jamais vous les reconnaissez, que vous avez peut-être pris des photos avec eux, j'en sais rien, n'importe quoi. Si jamais quelqu'un peut me donner ne serait-ce qu'un semblant de piste qui me permettrait peut-être de les retrouver, ça serait vraiment super cool. D'autant plus qu'en plus le petit Atsushi qui est du coup tout à gauche, le problème c'est que moi quand je l'ai filmé, en passant j'avais mon sabre qui penchait d'un côté et j'ai mis un giga coup de sabre, non plus un coup hyper violent, enfin je sais pas, j'ai mis un putain de coup de sabre dans la gueule et je m'en veux tellement vraiment, genre retrouver ce Atsushi pour m'excuser, pour dire que je suis désolé d'y avoir mis un putain de coup de sabre. J'espère au moins que je lui ai pas fait mal, qu'elle a pas eu une putain de bosse après ou quoi que ce soit. C'était ultra sympa en plus, super souriant vraiment, des personnes en or, donc s'il vous plaît, si jamais vous les connaissez, faites en sorte qu'ils voient cette vidéo, au moins que le Atsushi rende compte que je m'excuse et sinon je veux le contacter, je veux lui dire pardon par message en disant désolé, voilà. Vraiment, de toute façon, il y aura, je pense, en même temps que j'ai posté cette vidéo, il y aura une story. Faites tourner la story, n'hésitez pas. Vraiment, ça serait ultra sympathique. Vraiment, merci d'avance, vraiment, à tous ceux qui prendront le temps de faire ça. Voilà, et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir parler plus en détail de Bungo Stray Dogs. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose d'assez compliqué parce que le problème de Bungo Stray Dogs, c'est que c'est une œuvre qui est quand même assez conséquente, vraiment, elle est longue, il se passe plein de trucs, et surtout, il y a vraiment beaucoup de personnages, des personnages qui ont vraiment beaucoup de background, beaucoup de développement. Surtout, ils ont des relations avec plein d'autres personnages, dans le sens où, dans le passé, il y a eu ci, puis ça, puis machin, puis ils se sont connus, puis après il y a un tel gars qui a fait ça, qui a fait ci, mais lui il fait partie de telle organisation et machin et tout. Vraiment, c'est hyper complexe. Ne vous inquiétez pas, en vrai, quand vous voulez regarder l'œuvre, c'est pas si compliqué que ça à suivre, mais surtout à résumer pour moi, ça va vraiment être super dur. Du coup, je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour que ça soit compréhensible, que ça soit cohérent, que vous vous y retrouvez, surtout que pour ceux qui connaissent pas, vous ayez envie de lire ou de regarder cette œuvre. Donc voilà, j'ai essayé de faire vraiment mon maximum. Mais du coup, BSD, qu'est-ce que c'est? Et ouais, je vais abréger en BSD parce que je sens que dire Bungo Stray Dogs H24, ça va vite me casser les couilles. Et c'est un manga écrit par Kafka Asagali et dessiné par Sango Alukawa, plus connu sous le nom de Alukawa 35. Le concept du manga, c'est de prendre plein d'auteurs issus à peu près du 19e, 20e siècle et de les faire s'affronter avec des pouvoirs liés aux œuvres qu'ils ont écrites dans notre monde à nous, et surtout qu'ils ont des façons de penser, des façons de communiquer, des objectifs de vie, des trucs dans le genre, liés pareil aux véritables auteurs. Et je trouve ça extrêmement drôle, vraiment, c'est tellement original, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, un truc aussi que je trouve vraiment incroyable, c'est que le scénariste, il s'appelle Kafka. Alors je sais pas du tout s'il utilise un pseudo ou si c'est son vrai nom, mais si c'est son vrai nom, c'est vraiment très drôle. Je trouve ça vraiment très drôle parce que Kafka, pour ceux qui savent pas justement, c'est un auteur assez influent du début du 20e siècle. Et passons maintenant un petit peu au résumé du coup des premiers chapitres de Bungo Stray Dogs. Donc au début, on va faire la découverte de Atsushi Nakajima, un jeune homme affamé parce qu'il a été tège de son orphelinat. Du coup, il erre un petit peu dans les rues à la recherche de nourriture. Et très vite, il va tomber sur Osamu Dazai, un membre de l'agence des détectives armés qui était encore en train de faire une tentative de otage de vie, pour ne pas dire le mot censuré par YouTube. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, Atsushi va s'inviter par Dazai et un de ses collègues du nom de Kudikida à venir manger avec eux. Et c'est comme ça qu'on va apprendre que l'agence des détectives armés recherche activement un tigre qui sévit dans la région. Et Atsushi, lui, il le connaît pas mal ce tigre, puisque depuis qu'il a été têche de son orphelinat, à chaque fois qu'il se rend à un endroit, il a l'impression que le tigre le suit, puisque il y a toujours des dégâts avec le tigre, peu importe où est-ce qu'il va quoi. Il a l'impression que le tigre limite veut sa peau. Dazai, en entendant ça, il va en profiter pour demander à Atsushi du coup de faire l'appât dans un hangar. Donc ils vont se retrouver tous les deux dans le hangar en pleine nuit. Et c'est à ce moment-là que, oh là là, révélation, Atsushi se transforme en tigre. Oh là là, vraiment personne ne l'aurait jamais deviné. Du coup, Dazai il va en profiter pour utiliser son pouvoir qui s'appelle Déchéance d'un homme et qui fait référence à l'œuvre du même nom. Et ce pouvoir il est particulier puisque lorsqu'il va toucher quelqu'un, ça va annuler le pouvoir de la personne en particulier. Atsushi qui est transformé en tigre, il se retrouve retransformé en humain et il s'évanouit en plein milieu de l'entrepôt. Et c'est à ce moment-là qu'une bonne partie des membres de l'agence débarquent dans l'entrepôt. Du coup, on va un petit peu les découvrir eux et leurs pouvoirs. Et je vais pas faire les présentations parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue parce qu'ils sont vraiment trop nombreux. Il y a beaucoup trop de personnages dans cette œuvre, je peux pas parler de tout le monde. De toute façon,
ils seront affichés à l'écran normalement. Voilà, vous allez voir un petit peu tous les designs, ils sont tous très stylés, ils sont vraiment tous incroyables, chaque perso est vraiment très classe. Et là j'ai un petit peu en profité pour résumer rapidement ce qui va se passer du coup dans ce premier tome. Donc Atsushi rejoint l'agence, il passe son test d'entrée, on fait un petit peu plus connaissance avec du coup tous les membres de l'agence. Dazai on profite pour lui dire que attention, hein, il y a un dangereux mec dans la mafia portuaire qui est un petit peu notre ennemi principal qui s'appelle Akutagawa, et il est vraiment très puissant, faut surtout pas que tu t'en approches, vraiment c'est quelqu'un de très dangereux, il est très puissant, si tu le vois, enfuis-toi. Juste après on donne un petit peu sa première mission à Atsushi et il va suivre un petit peu deux membres de l'agence pour première mission. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur Akutagawa, ses potes se font abattre, il se transforme en tigrou, il affronte Akutagawa, et puis au bout de quelques démembrements, t'as Dazai qui pop de nulle part, qui fait pouvoir magique, je t'ai touché, c'est toi le chat, et paf, ils se transforment tous les deux en humains, et voilà quoi. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais juste avant qu'ils partent en mission, Atsushi et tous les autres de l'agence font un petit peu le jeu de deviner quel était le métier des autres avant de rejoindre cette agence justement, et du coup tout le monde devine un petit peu le métier de tout le monde, et le seul à qui on n'arrive pas à découvrir le métier, c'est Dazai. Vraiment, que pouvait-il faire avant d'être dans l'agence? Donc là qu'on apprend que Dazai en fait c'était un ancien de la mafia. Quand tu regardes l'œuvre, tu te dis oh là mais on n'aurait jamais pu le deviner, franchement c'est une révélation de dingue. Et voilà un petit peu le résumé du premier tome de Bungo Stray Dogs, et je vais être honnête avec vous, ce premier tome il m'a pas spécialement marqué, c'est-à-dire que ok les designs et les graphismes sont super stylés, le concept est vraiment cool, l'histoire est pas folle, et puis surtout les révélations dans le premier tome elles sont un petit peu courues d'avance quoi, j'étais vraiment pas surpris en les apprenant. Mais quand même quand je voyais que il y avait un concept qui était cohérent, qui était plutôt cool, qui était assez innovateur, puis surtout et je voyais tous mes potes qui étaient hypés de fou sur cette œuvre, je me suis dit quand même il doit y avoir un petit peu plus que ça. Et j'ai vraiment bien fait de continuer ma lecture parce que honnêtement, comme je l'ai dit en début d'œuvre, c'est quasiment une de mes œuvres préférées. Et voilà les enfants, petite leçon de vie aujourd'hui. Quand tu lis une œuvre et que tu dis tiens c'est sympa en même temps ça me fait un peu chier, laisse-lui un peu sa chance et ça se trouve tu vas tomber sur une de tes œuvres préférées. Alors évidemment par souci de spoil, je vais pas vous raconter le contenu des prochains tomes ni des prochains chapitres, mais pour résumer globalement ce qui va se passer dans Bungo Stray Dogs, c'est qu'au début on suit un petit peu l'agence des détectives armés qui va affronter la mafia portuaire, puis après on va voir du coup une nouvelle équipe, une nouvelle alliance rejoindre un petit peu ce conflit et faire un conflit entre trois gros éléments majeurs, donc l'agence des détectives armés, la mafia portuaire et ce nouvel élément. Puis après boum, retournement de situation, encore retournement de situation, et là qu'est-ce qui se passe? Encore un nouveau complot mondial, un truc gouvernemental, et puis il va se passer ci, puis machin, et puis bam, nouvelle alliance qui va arriver. Mais en fait, au bout de 3 tomes, tu vas te rendre compte que dans cette nouvelle alliance, il y a un gars en fait, il faisait partie d'une autre alliance, et puis après, boum, il va se passer ci, puis ça. Puis après, qu'est-ce qui se passe si on faisait ça, et ça, et ça, et bam, ronde complot, des trucs. Vraiment, ça part en couille très rapidement. Vraiment, d'un tome à l'autre, il se passe des trucs, mais genre phénoménal, vraiment. Tu te dis, mais ok, donc en fait, ça, c'est ça. Et puis vraiment, il y a plein de retournements de situation, il y a plein de petits twists comme ça qui sont vachement cool à regarder, surtout qui donnent toujours envie de voir la suite, parce que tu dis mais ok là ils sont dans la merde, comment ça va se résoudre? Parce que plus ça va, plus ça met les personnages dans des situations qui sont vraiment difficiles et tu dis mais comment est-ce qu'on va réussir à gérer cette situation? Tu vois un petit peu comme les persos vont s'en sortir. Et puis si on oublie un petit peu tous ces retournements de situation, le scénario reste quand même pas folichon non plus, vraiment c'est un petit truc assez lambda, clairement ça paye pas de mine, mais c'est quand même plutôt cool. Même si j'avoue que je crois que c'est au chapitre 31 intitulé Cannibalisme. Le chapitre Cannibalisme, ça va forcément parler aux fans qui ont vu le truc, vous savez de quel moment je parle. Et je trouve qu'à partir de ce moment là, l'œuvre bascule vraiment dans un petit peu ce que j'appelais sa deuxième partie. C'est un peu plus sombre, le scénario est un peu mieux cousu, vraiment je trouve que là on passe vraiment sur quelque chose de plus sérieux, ça se prend déjà plus au sérieux je trouve à partir de ce moment là. C'est le moment où vraiment je trouve ça beaucoup aimé Bungo Stray Dogs, c'est un petit peu ce moment là où je me suis vraiment dit oh putain là je suis vraiment en train de lire un truc que je vais vraiment kiffer et vraiment ça sent très bon pour la suite. Et d'ailleurs j'ai dit que les retournements de situation c'était vraiment cool et tout, ils sont vraiment stylés et tout, mais je dois quand même faire un petit coup de gueule, c'est qu'il y en a par contre un petit peu trop, enfin vraiment tous les 3 chapitres c'est ah mais tu étais tombé dans mon piège et machin et truc et tu ne savais pas que j'avais prévu que tu allais faire ça parce que ça et parce que si, avec le personnage qui fait ah oui mais tu sais pas que moi j'avais prévu que tu avais prévu que si, et oui mais moi j'avais prévu que tu avais prévu que ça, et vraiment ça part en bordel, au bout d'un moment ça devient un petit peu lourd je trouve. Surtout qu'en plus en tant que lecteur tu peux pas vraiment anticiper ces retournements de situation, c'est-à-dire qu'il y en a certains tu peux par contre deviner quel personnage ment un petit peu, quel personnage fait ci, quel personnage fait ça, à quel moment il va être un petit peu comme ci ou comme ça, il y en a vraiment des retournements de situation qui sont très cool, vraiment je pense à un certain moment, là je l'avais pas vu venir et pourtant je pense que j'aurais pu le deviner, donc ça j'ai trouvé ça cool, mais le reste du temps il y a très peu de foreshadowing. Quand le retournement de situation arrive tu te dis dans tous les cas j'aurais pas pu le deviner, du coup en fait c'est juste tu peux prendre n'importe quelle option et faire un retournement de situation, forcément comme il y avait rien de construit juste avant, tu peux pas le deviner, donc oui ça marche mais c'est pas non plus le meilleur truc, c'est pas la meilleure construction et c'est pas la construction la plus logique surtout. Ça a tendance à m'agacer un petit peu, enfin ça m'agace gentiment, clairement c'est pas trouvé ça chiant non plus, mais j'ai tendance à me dire putain mais t'aurais glissé quelques petits éléments avant, le retournement de situation il aurait été nickel, même juste 1 ou 2 chapitres avant ça aurait suffi, et alors des fois c'est un peu dommage. Ça doit être
ultra stylé et tout, hein. Déjà quand il y en a trop, il y en a trop, mais surtout putain avec Monsieur j'ai froid aux oreilles et l'autre suicidaire là, clairement, ça me casse les couilles. T'as l'impression qu'ils ont connecté à l'internet tout entier, qu'ils connaissent absolument tout du monde, qu'ils savent à quel moment tel gars il a fait ça, combien de cheveux il a sur son putain de crâne, parce que attention ils connaissent vraiment tout. Ils sont en mode ah oui mais je vais bouger mon pion de telle manière et machin et truc, et vraiment juste les gars, vous êtes des êtres humains, hein. À aucun moment on s'est dit que vous êtes supérieurs intellectuellement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pouvoir d'intellect ou de truc dans le genre, vous êtes juste des êtres humains intelligents, c'est tout. Tu peux pas tout prévoir, tu peux pas juste avoir anticipé 300 coups d'avance sur tous tes adversaires, surtout quand il y en a autant et qu'ils ont des putains de pouvoirs spéciaux et que t'as des retournements de situation dans tous les sens. Genre c'est casse-couille, on va pas se mentir, c'est casse-couille. Et vraiment il y a limite un moment, j'ai l'impression que le manga se parodiait lui-même, limite il en faisait genre une blague vraiment quand ces deux personnages là se regardent. Pour ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien de quel moment je parle. Généralement j'ai limite l'impression que c'était fait exprès que ça soit genre trop gros pour que tu dises ok là vraiment juste on se fout un peu de ta gueule, juste c'est trop gros, ils peuvent pas tout connaître comme ça en devient absurde et c'est ça qui est un petit peu drôle, mais sinon le reste du temps c'est pas assez pour que ça soit absurde, c'est un petit peu trop sérieux et c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais bon honnêtement, même si ok c'est un petit peu un point noir qui je trouve entache, c'est même le plus gros point noir pour moi qui entache un petit peu le récit, honnêtement j'en ai rien à branler parce que je trouve ça juste incroyable. Clairement le manga ça se veut je pense comme étant un énorme fanservice de plein d'auteurs qui se foutent sur la gueule de manière plus ou moins classe, ils sont tous ultra BG, c'est comme vraiment dans Chainsaw Man, tous c'est des putains de waifu et des Usmando, hein. Ose me dire qu'il y en a un perso qui est dégueulasse, et surtout comment ne pas parler du développement des personnages. Alors vraiment le développement des personnages c'est pour moi le point le plus central un petit peu de l'intrigue. Tous les personnages sont liés entre eux, il se passe plein de trucs, puis tu vas revenir dans le passé d'un personnage et puis ci et puis ça, puis tu vas voir qu'en fait ils sont connus comme ci, comme ça, mais surtout en plus c'est vraiment très cohérent et ça c'est vraiment cool. Souvent on va avoir des dates qui vont être citées comme bah il y a 8 ans il y a eu la fameuse guerre de la mafia, puis ci, puis ça, bah là tu vois que ok il est parti parce que ça et machin, et tu peux vraiment un peu te faire une carte un peu mentale de tout ce qui s'est passé ou une frise chronologique de tout ce qui s'est passé, et tu vois qu'en fait tout est logique et tout est relié, il n'y a pas trop de zones d'ombre, ou du peu qu'il y en a c'est des zones d'ombre qui sont un petit peu nécessaires parce que faut quand même qu'il y ait un minimum de mystère dans une histoire, mais surtout ce qui peut être raconté il est raconté et c'est cohérent, ça marche bien, tu dis ok c'est cool, ça me propose une histoire en plus qui est peut-être pas nécessaire mais ça me propose une histoire en plus et ça apporte au lore général de l'œuvre. Et puis comme j'ai parlé du développement des personnages, il faut un petit peu que je parle des personnages. Alors je vais pas me pencher sur un personnage en particulier, mais juste comme je l'ai dit, c'est tous du coup des auteurs qui ont réellement existé, et surtout un petit peu tout leur pouvoir et toute leur façon de penser vont être calqués sur un peu la vie des auteurs. Par exemple pour Steinbeck il va utiliser du raisin parce que les raisins de la colère par exemple, mais des fois on a le droit par exemple à Kunikida qui lui c'est un auteur qui était très idéaliste. Du coup Kunikida qu'est-ce qu'il a, il a vraiment une vision de l'idéal qui est très particulière, il veut vraiment vivre à fond son idéal, il est tout le temps à avoir son agenda, son calendrier qui doit être vraiment hyper calé, il fait tout à la seconde près, un peu absurde, c'est peut-être un peu exagéré, mais tout s'inspire d'auteurs et de leur façon de penser, et ça c'est vraiment cool. Vraiment je trouve ça original, et puis en plus c'est vraiment bien fait, du coup on peut apprendre un petit peu plus sur certains auteurs qu'on a peut-être déjà lus ou qui nous intéressent peut-être, et surtout on peut en découvrir plein d'autres. J'ai découvert plein d'auteurs, donc déjà que je comptais faire une vidéo sur Lovecraft et peut-être sur Poe, en lisant Bungo Stray Dogs j'ai découvert encore plus d'auteurs et je me dis putain ils sont tous tellement stylés et je vais tous tellement kiffer en lisant leurs œuvres qu'à mon avis vous allez voir à plein d'épisodes de mon petit bazar sur plein d'auteurs qui feront partie de Bungo Stray Dogs. Et d'ailleurs c'est des auteurs que j'ai pas forcément découvert dans Bungo Stray Dogs dont je vais parler, parce que il y a certains trucs, des fois je fais des recherches sur les auteurs, par exemple dans la vidéo pour Hanover j'ai fait la recherche sur l'auteur à la base du manga de Hanover, et devinez quoi, il est dans Bungo Stray Dogs, donc il y a un truc qui s'appelle Bungo Stray Dogs Horror ou Bungo Stray Dogs Hanover, je sais plus, enfin j'essaierai de retrouver quelques trucs sur ça mais j'ai pas trop recherché là-dessus, juste en mode putain c'est marrant, il fait partie aussi de Bungo Stray Dogs, sachant que dans Hanover, je crois que c'est au premier ou au deuxième chapitre, un moment où t'as le personnage principal qui parle à l'infirmière, je me souviens plus comment il s'appelle le personnage principal, parle à l'infirmière vraiment d'horreur, elle balance un blaze, et du coup ce blaze là il affronte en fait du coup l'auteur de Hanover. Bref je trouve ça extrêmement stylé de me dire que putain mais genre dès que je fais des recherches sur un auteur, il y a une chance sur deux qu'il soit dans Bungo Stray Dogs, et s'il est pas encore dans Bungo Stray Dogs, il y a de grandes chances qu'il le soit par la suite. Enfin, limite t'es pas un vrai auteur si t'as pas été cité dans Bungo Stray Dogs, c'est limite ça, genre c'est tellement drôle. Donc clairement attendez-vous à tellement d'épisodes de mon petit bazar sur des auteurs qui font partie de Bungo Stray Dogs. Déjà dans quelques semaines vous allez avoir droit à l'épisode sur Lovecraft, faut juste que je dise encore quelques nouvelles, mais ça me prendra vraiment très peu de temps parce que je vais les dévorer mais comme un enculé vraiment. Je tease un petit peu mais il y aura du Lovecraft, il y aura très certainement du Poe même si j'ai pas encore totalement lu Poe, et je vais un tout petit peu revenir sur le développement des personnages et les relations qu'ils ont entre eux, et je vais prendre l'exemple de Dazai. On sait que Dazai avant il a fait partie de la mafia, mais la plupart des auteurs auraient juste dit bon voilà il a fait partie de la mafia, on va pas forcément développer un petit peu plus son histoire. Bon je caricature un petit peu, il y en aura plein qui l'auraient fait, et là si on creuse un petit peu on voit que du coup il connaissait par exemple Chuya qui est un personnage extrêmement beau gosse et surtout qui est un des meilleurs combats de Bungo Stray Dogs, j'ose le dire. Chuya Supremacy, quel giga beau gosse. Il connaît du coup Akutagawa, il a un lien très étroit avec Akutagawa et ça explique beaucoup de choses dans le scénario. Pareil avec les capitaines de la mafia, et pareil ce qui est dingue c'est que dans Bungo Stray Dogs il y a tellement de light novel, de petites histoires alternatives, de trucs dans le genre, vraiment il y a tellement moyen de, quand on aime bien cette œuvre, de rechercher encore plus de trucs là-dessus, de comprendre encore plus son univers, son lore, tous les trucs qui sont plus vraiment hyper cohérents et hyper incroyables. Et sans plus tarder parlons de l'animé, sachant qu'en plus la saison 5 devrait
devrait pas tarder à sortir dans quelques semaines. Alors je sais pas du tout quelle est la date exacte, mais je vais le mettre au montage parce que j'ai que ça à foutre. Et bah ceux qui sont fans de l'animé, attention parce que je vais pas parler forcément que en bien de l'animé, j'ai pas mal de choses à dire. Des trucs qui sont vraiment cool, des trucs qui sont vraiment pas cool. Déjà au niveau de l'ambiance, je me suis absolument pas retrouvé dans l'ambiance de l'animé. J'ai trouvé que le manga était certes un petit peu sombre mais sans plus, quand même quelques moments comiques et tout, c'est quand même une œuvre qui se veut assez légère. J'ai trouvé que vraiment il était très un petit peu slice of life, un petit peu comique et tout, vraiment. On va faire pas mal rire le spectateur, on va mettre plein de moments un peu comiques, un peu absurdes et tout, on va grossir le trait des personnages, enfin voilà, il y a plein de moments où alors ça marche bien, il y a vraiment des moments où ça m'a fait rire. Je trouve que même si 75-80% du temps c'est très comique dans l'animé, d'un seul coup on va te mettre un truc genre marquant en mode regardez, d'un seul coup on va devenir beaucoup plus sombre, et j'ai trouvé ça un petit peu mal fait cette transition. Surtout que ça m'a un petit peu fait penser à ce que fait Hanover par exemple. Dans Hanover, le manga, certes, t'as des moments qui vont être sanglants, qui vont être sanguinolents et tout, c'est un peu gore parce que c'est un manga qui se veut un peu gore, horreur, mais ça dure 3-4 cases, voire une page grand max. L'animé, dans Hanover, il va faire 15 000 kills, vraiment genre tous les épisodes t'as un mort, ça dure 2 minutes sa mise à mort, vraiment c'est ultra gore, il y a plein de sang partout. Alors ok, faut que l'anime soit un petit peu gore et tout parce que bah on adapte un truc gore donc faut qu'il y ait du gore. Mais là j'ai trouvé que c'était genre beaucoup trop et tout. Et j'ai un petit peu le même ressenti dans le Bungo Stray Dogs. J'ai l'impression que c'était faire quelque chose pour faire quelque chose, genre ok il faut qu'on soit lourd, du coup on va mettre du gore, on va mettre un personnage qui va mourir de manière un peu trash et tout. Bah je trouvais que ça marchait pas trop bien dans le Bungo Stray Dogs. Genre ça se trouve, peut-être que ça se trouve c'est juste moi qui suis genre juste pas fan de ça, j'en sais rien. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était pas tip top. Et parlons maintenant des combats. Déjà il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Bungo Stray Dogs, genre il y a plein de combats, il y a plein de pouvoirs, de trucs dans le genre, pourquoi quand les persos, surtout dans les 2 premières saisons, pourquoi les combats ils sont si mous, et surtout pourquoi est-ce que les putains de persos utilisent des espèces de pouvoirs magiques moches, dégueulasses. Genre dans le manga t'as pas du tout ça, y a pas d'effets dégueulasses mis par dessus. C'est quoi ces putains de boules luminescentes qui tournent autour des persos, genre c'est quoi ces trucs là, c'est pas des putains de magical girls, genre honnêtement je suis désolé, je trouve ça vraiment laid. Il y a peut-être un ou deux personnages sur qui ça passe parce que c'est dans un peu le thème de son pouvoir et tout, mais je suis désolé, vraiment la première fois que j'ai vu ça, genre avec Atsushi qui se transforme, j'ai fait oh putain non, dis-moi juste que c'est la première fois qu'il le fait, donc c'est un peu comme ça et tout. J'espère que ça va pas être pour ça pour tous les persos. Spoiler alert, c'est pour tous les persos. Je veux dire, ça n'aurait tellement rien changé s'il n'y avait pas eu cet effet. Tellement moyen de faire mieux ou juste de pas le mettre, vraiment ça aurait rendu de manière plus stylée. Là on dirait vraiment que c'est Magical Girl. Non, vraiment c'est vraiment très chiant. Puis pareil, saison 2, Geralt, ok certes il utilise un pouvoir pour se renforcer et tout. C'est peut-être pas facile de montrer un personnage qui se renforce, mais j'ai pas souvenir que moi dans le manga il avait des vieux traits verts dégueulasses fluorescents sur tout le corps quand il se transformait. Pourquoi avoir fait ça? Et putain déjà que dans l'animé vous l'avez rendu de manière un peu immonde, et là vous lui rajoutez des traits verts dégueulasses. Putain mais je suis désolé mais vraiment c'est nul à chier. Pire, effectivement, heureusement la fin du combat se rattrape un petit peu et est défendable parce que vraiment ça m'a tellement cassé les couilles que mes 2 premières saisons qui sont je pense un petit peu mes préférées en termes d'histoire et ce qui se passe dans le manga, même si j'adore un peu ce qui se passe dans les autres et tout, j'aime beaucoup les premiers combats. Ça m'aurait vraiment détruit s'ils étaient tous absolument à chier. Heureusement déjà Atsushi et Akutagawa qui sont un petit peu les combats principaux, puisqu'ils vont pas mal s'affronter ces deux-là, plutôt cool et tout. Les effets qu'ils font sur Rashomon sont vraiment stylés. Il y a vraiment des trucs qui sont cool et tout, même si je préfère le manga parce que j'aime beaucoup le design des combats dans le manga, il est vraiment particulier. J'aime beaucoup la manière dont c'est mis en scène quoi, vraiment, et dont c'est dessiné. Vraiment je trouve ça très classe. Le dessinateur a fait un putain de taf là-dessus, je trouve vraiment c'est très joli. Puis généralement si t'as lu le manga, bah ça sert à rien que tu regardes l'animé parce que y a rien de vraiment spécial, juste les premiers openings sont bien même si je suis pas trop fan de la musique sur les 2 derniers. Par contre le visuel des openings est stylé, surtout le dernier opening je trouve sacrément classe quand même. Après forcément il est plus récent, hein, si ça fait quasiment 10 ans que c'est sorti, ça a vieilli forcément, on peut pas comparer avec nos yeux d'aujourd'hui, on compare avec ce qui est comparable, mais j'ai trouvé ça pas tip top, et surtout bien un truc qui te ferait dire ok il faut que tu regardes vraiment l'animé parce que t'as lu le manga, tu vas voir c'est totalement différent et tout, ils ont pris ce parti pris là, ou c'est même pas comme dans par exemple Demon Slayer où tu dis vas-y les images arrêtent de s'enflammer et tout parce que comme je l'ai dit, les combats ils les ont niqués dans les premières saisons, donc désolé, clairement désolé, je n'arrive pas à apprécier l'animé Bungo Stray Dogs plus que ça. Vraiment je trouvais ça cool, ça m'a pas fait chier, c'était vraiment bien, mais sans plus quoi. Par contre le seul point fort que je donnerais, et que là par contre là vraiment c'est pour moi mais alors très bonne raison qui excuse quasiment tout ce que je viens de dire avant, à partir de la saison 2, l'adaptation des light novels. Déjà je trouve ça vachement cool de voir que tu vas voir la série principale du coup de Bungo Stray Dogs, que par exemple nous les manga readers on a que la série principale quand on lit le manga, il faut après acheter les light novels, alors que là quand tu regardes l'animé t'as la série principale et les light novels qui sont adaptés en plus dedans. Et surtout au niveau de l'adaptation des light novels, ils ont vraiment fait un taf incroyable. Ce que je trouve juste dommage c'est que moi à la base j'étais pas au courant qu'ils ont adapté les light novels, du coup j'ai vu la saison 1, je commence la saison 2, je fais tiens c'est bizarre quand même, c'est quoi cet épisode, genre c'est peut-être un épisode bonus. Bon en fait quand tu le sais, du coup tu sais que c'est les light novels, mais au début tu te dis tiens c'est bizarre, pourquoi est-ce que la saison 2 est totalement différente, et surtout que la saison 2 c'est les 4 premiers épisodes qui sont comme ça. Mais c'était quand même très stylé, surtout en fait ça connecte encore plus les personnages entre eux, du coup quand tu regardes l'animé tu comprends bien plus les motivations des persos, tu connais bien plus les liens qu'ils ont entre eux. Pour ma part j'ai trouvé ça extrêmement cool vraiment de voir un petit peu le passé de plein de personnages. Dans la saison 4 je trouve que c'est un banger le light novel qu'ils ont adapté, vraiment. Déjà il y a au niveau du visuel un parti pris qui a été fait,
esprit artistique quoi, vraiment. Visuellement, il se passe un truc qui est dingue, vraiment, ce truc est dingue, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai pété mon crâne et c'est vraiment super cool de voir le passé de Fukuzawa et de Rampo. Rien que pour ça, je dirais que vous regardez le manga ou l'animé, ça ne change pas grand chose, un point extrêmement positif. Ceux qui ont lu le manga, ceux qui ont vu l'animé, ceux qui ont fait les deux, voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En vrai, je trouve ça assez intéressant. Et juste revenir sur un petit détail de l'animé, c'est le personnage de Yosano. Voilà, si jamais tu as vu l'animé ou lu le manga, tu sais très bien de qui je parle. Voilà, c'est la femme forte du groupe, c'est une femme médecin, elle est très stylée, elle fait référence à justement à une écrivaine japonaise qui était quand même assez engagée du féminisme et elle est considérée comme une figure un peu du féminisme au Japon. Le manga lui fait entièrement honneur, je trouve, là-dessus. Pourquoi est-ce que quand elle soigne quelqu'un, alors dans le manga on la voit pas du tout soigner les gens, juste on la voit, je crois, on la voit rentrer dans une pièce avec une tronçonneuse. Pourquoi est-ce que dans l'animé c'est sexualisé ce moment-là? Pourquoi est-ce que genre on voit la putain de bretelle de son soutif? Je pense pas qu'on voit son décolleté, mais genre on voit qu'elle est en soutif, je crois, à un moment. Pourquoi avoir fait ça? Un manque de respect pour le personnage. Là, je trouve c'est limite insultant d'un personnage qui est censé être un personnage féministe, de l'avoir sexualisé alors qu'elle est pas sexualisée de base. Mais à mon avis, je sais très bien pourquoi avoir fait l'inverse, hein, clairement c'est parce que elle est bonne. Par contre, pour revenir sur un point positif, le film est vraiment cool. Vraiment, j'ai trouvé le film très bien. Alors c'est plus un long épisode qu'un film, je trouve. Vraiment, il se tient, il est plaisant à regarder, il y a des bons petits passages et tout, il y a des beaux combats. Vraiment, là, les combats sont vraiment cool en plus. Vraiment, les personnages sont badass, c'est stylé. Je se suis tranquillement, vraiment, que tu regardes le film pas, vraiment, ça va rien changer à ta vie. Tu vas pas moins comprendre l'œuvre si t'as pas vu le film. Mais par contre, le film est plutôt bien. Il est pas sans sas, mais il est bien. Vraiment, il est bien, je passe un bon moment. Et pareil pour Bungo Stray Dog Beast, qui du coup offre une histoire alternative à Bungo Stray Dogs. Donc voilà, ça va pas compléter Bungo Stray Dogs, ça va juste offrir quelque chose en plus. Déjà, visuellement, c'est juste magnifique. Enfin, vraiment, putain, mais il y a des combats, genre, il y a du combat toutes les 3 pages. Et les combats, ils sont tellement stylés, vraiment, c'est beaucoup plus vénère, beaucoup plus sanguinolent, sanguinaire. Il y a un aspect vraiment limite un peu gore et destructeur. Je vous le conseille énormément. Donc, pour résumer vite fait le pitch de base, Atsushi, finalement, il va pas être recruté par l'agence détective armée, il va être recruté par la mafia. Et Akutagawa, l'inverse. Donc, Akutagawa va faire partie de l'agence des détectives armés. Et ils vont s'affronter. Et ça, c'est hyper cool. Et c'est pas fait de manière un peu cliché où, oh là là, Akutagawa devient gentil et Atsushi devient méchant. Enfin, niveau du scénario, il se passe vraiment quelque chose qui est incroyable. C'est beaucoup plus complexe que ça. De toute façon, Bungo Stray Dogs en vrai là-dessus, c'est jamais il y a des gentils, il y a des méchants. Surtout que la mafia, c'est vraiment vu un petit peu comme les séries un peu de mafia, tout dans le genre où en fait ils sont là pour un peu protéger la ville et que c'est pas que des méchants et machin et trucs. Même si moi je suis pas très mafia de base. Hein. Et voilà, même si Bungo Stray Dogs a quand même pas mal de défauts, ça reste pas moins une œuvre qui m'a su me toucher, me surprendre et vraiment qui marque un peu une certaine période de ma vie, où je me suis mis beaucoup plus à poster des vidéos sur YouTube, à vouloir parler de manga et de trucs dans le genre, alors qu'avant je parlais que jeux vidéo. C'était un petit peu ce moment où je me cherchais un petit peu beaucoup plus sur YouTube et là où je suis content de finalement d'avoir là vraiment les dernières vidéos que j'ai sorties, j'en suis vraiment extrêmement fier. Bungo Stray Dogs ça marque un petit peu ce moment là, donc vraiment je suis super content que ce soit cette œuvre qui marque ce moment là parce que c'est une œuvre que j'aime énormément. Puis en plus hein, clairement ça m'a fait découvrir tellement d'auteurs différents et comme je l'ai dit, je vais faire clairement une vidéo sur certainement pas mal d'auteurs, notamment Lovecraft hein, comme je l'ai dit, attendez-vous une vidéo sur Lovecraft. D'ailleurs un truc qui est marrant, c'est que le scénariste, juste après avoir sorti les premiers tomes de Bungo Stray Dogs, je crois que c'est l'année d'après, il a travaillé sur une histoire qui s'appelle, alors je crois pas que ce soit le vrai titre, enfin en tout cas le nom anglais c'est Yumu Minaze and the Really Scary Cthulhu Myth, et je sais pas si c'est le vrai titre ou pas parce que j'ai trouvé très peu de résultats, ça se trouve ça s'appelle peut-être autrement, et j'ai pas trouvé de pochette anglaise ou quoi de manga, j'ai tout simplement trouvé la pochette avec le titre japonais, du coup je ne sais pas lire le japonais, je ne sais pas vérifier si c'est le bon titre ou quoi. En tout cas ce qui est marrant c'est que le Cthulhu Myth, donc le mythe de Cthulhu, et c'est une œuvre de Lovecraft. En fait le gars c'est un putain de fan de Lovecraft. Tu m'étonnes qu'après dès le tome 3-4 il y a Lovecraft qui débarque. Évidemment, parce que c'est trop stylé, parce que Lovecraft, parce que tu fermes ta gueule et tu apprécies Lovecraft. Juste Lovecraft, voilà c'est tout, Lovecraft quoi, genre Lovecraft, c'est un argument Lovecraft. En fait quand t'entends ce mot là, tu te dis il y a Lovecraft dans cette œuvre, d'accord je vais acheter en fait. J'achète tout, j'hypothèque ma maison pour acheter ce putain de truc. Lovecraft mérite absolument tout, ok. Lovecraft c'est juste le GOAT, c'est juste le dieu vivant, je le pépon quand vous voulez. Puis en plus comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui a vraiment marqué une période de ma vie, mais elle a pas marqué que cette période où je créais des vidéos, elle a aussi marqué la période où j'ai découvert le monde du cosplay, c'est-à-dire que la période du vlog du coup de la Paris Manga, donc il y a quelques mois, hein, vraiment parce que j'ai lu Bungo Stray Dogs il y a quelques mois, et ça m'a encore plus donné envie de créer du contenu, de faire du cosplay et de faire des trucs différents. Ça m'a vraiment un petit peu ouvert mon esprit sur plein d'autres trucs différents, donc je suis vraiment content que ça soit une œuvre qui m'a marqué là-dessus. C'est une œuvre qui est vraiment originale et je me dis putain mais c'est tellement inspirant, ça m'a donné l'envie de faire plein de trucs différents. Lisez Bungo Stray Dogs, c'est une œuvre qui est tellement inspirante, puis en plus et des putains de beaux gosses sa mère, tu veux quoi de plus? Et je ne pourrais pas mieux conclure cette vidéo qu'en vous parlant de la personne qui m'a recommandé Bungo Stray Dogs, qui m'a aussi prêté les tomes de Bungo Stray Dogs, qui m'a vraiment donné envie de lire Bungo Stray Dogs. Donc voilà, j'avais parlé de l'incroyable, de la fabuleuse, de la splendide Natu, qui fait des dessins incroyables en plus de cosplayer Shuya à la perfection. Shuya évidemment un personnage de Bungo Stray Dogs, donc tout est lié, la boucle est bouclée, vraiment allez voir son Insta, cette personne mérite tellement plus d'abonnés qu'elle en a, genre vraiment, comment tu peux n'avoir que 65 abonnés ou 64 je sais plus sur Insta quand tu dessines ça, genre vraiment Théma le swag, c'est trop stylé, donc vous allez voir son putain d'Insta. Et pareil, elle a un TikTok, elle va me tuer si je balance son TikTok, mais genre rien à branler, allez voir son TikTok, vraiment il est marrant, ça vaut mieux que mes shorts et mes reels, hein, clairement, allez voir mes shorts et mes reels d'ailleurs, mais ça vaut tellement moins bien que mes shorts et mes reels, je ne pouvais pas mieux la remercier qu'on peut lancer ses liens, vraiment. Surtout sur la photo que j'ai montrée au tout début où on voit
justement les personnes que je recherche parce que ils ont fait des cosplays incroyables de Mungo Stray Dogs. Et elle est dessus aussi, Théma ce swag, Théma ce Chouya qui est tellement BG. Déjà que Chouya il est BG de fou, là c'est Chouya BG au carré. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est incroyable. Allez la suivre, bordel de merde. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes shorts et mes reels, donc à savoir donc les shorts sur YouTube, les reels sur Insta. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner à mon Insta, à mon Twitch et à mon Discord. D'ailleurs sur Twitch je me suis remis à faire quelques lives, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et puis je vais peut-être aussi avoir un TikTok dans pas longtemps, donc comme Natou, n'hésitez pas à suivre Natou et aussi à me suivre moi sur TikTok, si jamais le TikTok est sorti à l'heure où je vous parle, que je ne pense pas, mais au pire vous revenez dans quelques jours après la vidéo, puis vous aurez mon TikTok. Arrêtez de me faire chier, bordel de merde. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère aussi que vous avez découvert une œuvre qui est vraiment incroyable, qui est vraiment formidable. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye.